Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Ah oui, mes aïeux, quelle époque, une époque. Et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui, avec vous, Philippe Charlier, qui est notre médecin légiste de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé. On remonte au temps de l'Antiquité pour découvrir, cher Philippe, des médicaments méconnus à base de restes humains. Et oui, quelque chose qui ne devrait pas trop nous étonner. Écoutez, replongeons un tout petit peu dans le passé avec migraine, épilepsie, maux de ventre. Oubliez, Stéphane, les médicaments classiques. Je vous propose de replonger dans les grimoires du temps passé à la recherche de médicaments méconnus à base de restes humains. Et oui, parce que le dépouillement des archives et des vieux traités de médecine et d'histoire naturelle révèle parfois de jolies petites pépites pour l'historien des sciences. C'est ainsi qu'on met parfois en évidence des traitements désormais oubliés ou, hélas, difficiles à mettre en application. Alors, direction l'Antiquité romaine. Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ et manque de chance, vous êtes épileptique. Et là, encore moins de chance, vous faites justement une crise. Alors, vos proches, qui ont lu les auteurs anciens, ne vous emmènent pas à l'hôpital. Il n'existe d'ailleurs pas encore d'hôpitaux dans leur forme moderne, mais ils vous emmènent dans les arènes. Et pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce que c'est là que se trouve le traitement de choix, la panacée idéale, le sang de gladiateur. Voici ce que nous en dit Pline au 1er siècle après Jésus-Christ. Ces malades regardent comme très efficace de recueillir sur l'homme même et de la plaie béante le sang chaud, fumant, et pour ainsi dire la vie elle-même, tandis qu'on regarderait comme une monstruosité d'approcher une bouche humaine de la plaie saignante d'une bête farouche. D'autres, au contraire, recherchent la moelle des fémurs et la cervelle des enfants. Des enfants gladiateurs ? Je m'essuie la bouche. Oui. Bon, tout le monde ne partage pas cette folle envie d'aller sucer un gladiateur, si je peux me permettre. Certains s'insurgent contre ce marché aux viscères, aux ongles, aux poils, qui finissent par plus ressembler à de la sorcellerie qu'à de la médecine. Alors, quelles sont les parties du corps humain qui servent à de tels traitements, pourriez-vous demander, Stéphane ? Ah pardon, oui. Mais Je vous sens tout absorbé par ce discours. Mesmérisé complètement par Vous fermiez les yeux, vous êtes en train de penser à un gladiateur. non, pas du tout. Alors, imaginé. j'étais en train, parce que je pensais à la moelle des os, donc je pensais à mon os à moelle, en fait, que j'aime bien dans le pot-au-feu, vous voyez, par ailleurs. Et je me disais, donc on va chercher la moelle au milieu de l'os, ça devait être horrible. Bref. Mais quelles sont donc, cher Philippe, les parties du corps humain qui servent à de tels traitements ? Votre spontanéité vous tuera. Eh bien, tout c'est presque. professionnel. Quel talent. Rentre dans cette pharmacopée relativement anthropophage. Alors Pline, toujours, qui se transforme en apothicaire pour nous, il nous dit qu'Apollonius écrit que c'est un excellent remède pour le mal de dents de scarifier les gencives avec une dent d'un homme mort de mort violente. Miletus, lui, considère que le fiel de l'homme guérit les cataractes. Artémis, le fiel, c'est la bile, si vous préférez. Artémon a fait faire dans le crâne d'un homme tué une décoction d'eau puisée à une fontaine la nuit contre l'épilepsie. Anthéus, lui, a fait avec le crâne d'un pendu des pilules pour la morsure de chiens enragés. Et pire que ça, les hommes ont servi à guérir les bêtes. Dans la tympanite des bœufs, une sorte d'otite des bovidés, on a perforé les cornes et on y a introduit des os humains. Et dans certaines maladies des porcs, on leur a donné du froment qui avait passé la nuit dans un endroit où avait été tué ou brûlé un homme. Bon, on va peut-être oublier un tout petit peu ces égarements thérapeutiques et on va revenir au gladiateur. Et je vais vous livrer une recette, cher Jean-Luc, qui va rendre amoureux tout ce qui va passer à proximité de vous. Attention, je prends. Attention en sortant des studios. Est-ce que vous connaissez le Stymentos ? Pas du tout. Alors le Stymentos, c'est le parfum ultime. C'est l'aphrodisiaque absolu. Alors pour le synthétiser, c'est pas hyper compliqué. Il vous faut un mélange d'huile d'olive, vous avez, et puis de la sueur de gladiateur, récupérée juste après l'entraînement ou le bain dans la palestre ou dans les thermes. Ils vendent ça dans les magasins bio ou pas ? Non, mais vous allez dans Gymnase Club ou autre chose, ça doit être à peu près la même chose. Alors pour être honnête, le Stymentos était plutôt porté par des femmes et il était réputé infaillible. Écoutez, rendez-vous dans 2 semaines et puis vous me direz si ça marche. mais tout ceci, c'est le passé. Rien de tout ceci n'existait après l'Antiquité. Eh bien si. Ah bon. Souvenons-nous que chaque apothicaire avait dans ses rayons de la mumia. Je vous en ai parlé, ce sont ces restes de momies égyptiennes, tantôt animales, tantôt humaines, et ça servait à soigner les saignements trop importants, les règles, les hémorroïdes, l'épistaxis, c'est les saignements de nez. Et quand on n'en avait plus, on fabriquait des contrefaçons. C'est Ambroise Paré qui nous le rapporte au XVIe siècle. Il nous dit que la momie se fait et se façonne en notre France, où l'on dérobe de nuit les corps au gibet,
là où on les avait fait pendre, on les cure, on en retire le cerveau et les entrailles avant de les faire sécher au four. Après, on les vend pour de vraies et bonnes momies et on dit les avoir achetés à des marchands portugais ou les avoir rapportés d'Égypte. Mais celui qui voudra rechercher, comme je l'ai fait chez les apothicaires, trouvera des membres et des portions de corps morts, voire tout entiers, embaumés de pois noirs, lesquels sentent une odeur cadavérique. Ça me rappelle un peu l'Institut médico-légal. Et puis pas très loin de nous, en Angleterre, au XVIe, XVIIe siècle, dans la Royal Mint de Londres, eh bien, des travailleurs allemands ont été atteints d'une maladie collective et les médecins ne savaient pas trop quoi faire pour les soigner. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme médicament? Des cerveaux de décapités, bouillis et ingurgités dans des crânes d'origine. Il faut croire que ce qui marchait surtout, c'était le caractère mort-violent de ces sources. Et à la même époque, deux chirurgiens, George Barrow et Thomas Brugis, j'essaye d'imiter l'accent anglais de Stéphane, et le médecin Jonathan Goddard. Imitez le mien plutôt. Oui, c'est plus sûr. Oui, c'est plus difficile. Recommande de la poudre de crâne humain, pendue ou de mort violente, comme anti-épileptique. Et c'est à ce moment-là qu'un peu partout en Europe, on se met à voler dans les catacombes, dans les cimetières ou dans les amphithéâtres d'anatomie des restes humains. Et les pratiques s'étendent jusque tout en haut de la pyramide sociale. On va s'intéresser aux patients de Stéphane. En 1685, le roi Charles II d'Angleterre est victime d'une attaque d'apoplexie à l'âge de 54 ans. C'est un accident vasculaire cérébral pour nous, un AVC. Le traitement qui lui est infligé par mes confrères britanniques est à base de poudre de crâne humain et d'alcool bu dans une coupe en calotte de crâne humain. Vous voyez que la médecine anglaise est toujours aussi bonne que maintenant, parce que le souverain meurt 5 jours après. 9 ans plus tard, en 1694, c'est Marie II d'Angleterre qui est en train de mourir de la variole, à l'âge de 32 ans, pauvre femme. Comme antalgique, eh bien, les praticiens anglais lui concoctent un traitement à base de poudre de crâne humain, encore. Mais c'est plus de l'euthanasie qu'autre chose, parce qu'elle va finir par mourir dans d'atroces souffrances. Ça marche absolument pas. Alors on pourrait croire, pour répondre Jean-Luc un peu tardivement à votre question, on pourrait croire que ces pratiques sont d'un autre temps. Eh bien sachez que le crâne humain, râpé ou en poudre, un peu comme de l'emmental, restera inscrit à la pharmacopée londinienne, c'est-à-dire la matière première pour les apothicaires anglais, jusqu'en 1909. Soyons honnêtes, ça peut vous sembler bizarre de soigner un homme avec les restes d'un autre homme, je suis d'accord. Mais faisons une toute petite réflexion philosophique. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours dans les hôpitaux du monde entier? Quand on transfuse du sang, quand on fait des inséminations artificielles, quand on fait des greffes d'organes, et même récemment des greffes de bras et de visage, eh bien on continue toujours de soigner des hommes avec des hommes. C'est mes aïeux, quelle époque. Il y a la greffe fécale maintenant aussi, non? Alors je n'osais pas en parler parce que je me doutais que vous alliez tout de suite rebondir dessus, si je peux me permettre. C'est ça, pour des preuves digestives, c'est ça? Oui, exactement. Et ça marche très très bien soit quand on a un problème on n'a plus son microbiome intestinal ou quand on a des maladies inflammatoires du tube digestif, ça marche vraiment extrêmement bien. Vous êtes un donneur universel ou pas? Je ne sais pas de quoi vous parlez, je préfère pas savoir. En tout cas, merci beaucoup Philippe Charlier et bon appétit si vous êtes à votre goûter. Voilà.